Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et scintillement. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Aujourd'hui, je reçois Alizée Vincent, journaliste chez Arrêt sur Image et également autrice du livre Sœurs de plainte, fraîchement sorti il y a quelques jours. J'ai souhaité inviter Alizée car elle m'a contactée il y a quelques mois pour recueillir mon témoignage de sœur de plainte à la suite de mon agression. En effet, pour rappel, le 11 novembre 2023, je n'étais pas la seule victime de mon agresseur. Il avait malheureusement attaqué une autre personne avant moi, Mathilde. Alizée m'avait contactée pour avoir mon ressenti sur le fait d'être sœur de plainte ou co-victime. À vrai dire, je ne connaissais même pas ce terme. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir notre échange qui portera sur son livre, son histoire personnelle et sa vision de la femme dans notre société actuelle. Bonne écoute. Bonjour Alizée et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Éclat de femmes. Bonjour Claire et merci de me recevoir. Pourquoi avez-vous accepté de venir sur ce podcast et pourquoi avez-vous accepté qu'on échange ensemble aujourd'hui ? Eh ben parce que il y a déjà une relation de confiance entre nous, je pense, puisqu'on s'est rencontrés quand c'est moi qui vous interrogeais en tant que source dans le cadre de mon livre Sœurs de plainte, qui est une enquête sur les liens entre co-victimes, c'est-à-dire entre victimes d'un même agresseur, les liens intimes et judiciaires et toutes les questions que ça peut poser. Et à cette occasion, je vous ai interviewé il y a plusieurs mois. Vous avez eu la gentillesse de me faire confiance et de témoigner. Et là, du coup, c'est la situation inverse, ce que je trouvais intéressant. Et puis, je me permets d'ajouter ce que je trouve très intéressant, c'est que vous et moi, je pense que on n'a pas forcément les mêmes avis sur tout. On n'est pas en contact avec les mêmes médias, notamment moi. Je suis plus proche des médias de gauche, etc. Et je trouve que c'est génial de pouvoir créer un lien de confiance avec des personnes avec qui, on n'est pas forcément dans les mêmes univers, mais on peut dialoguer. C'est ça. Et puis, je pense que en soi, nos histoires se rapprochent aussi. Oui. Donc, en fait, qu'on soit de tel bord ou tel bord politique, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, ok, en fait, on est quand même, des femmes avant tout, et puis on peut quand même se supporter n'importe quel bord politique qu'on soit. Donc, absolument, et échanger. Exactement. Peut-être pourriez-vous nous décrire les 3 caractéristiques qui font éclat chez vous? D'abord le journalisme, je pense. Je me sens viscéralement journaliste et cette profession a changé ma vie. Ça a été une vraie découverte et puis je me sens jamais aussi utile au monde que quand j'écoute les récits des autres et que j'essaie de les retranscrire au mieux. Okay. Le deuxième, je dirais féministe, puisque moi je me décris comme une femme féministe. Alors le journalisme passe avant pour moi, c'est-à-dire dans mes articles, je suis pas militante, mais dans ma vie intime, personnelle, je le suis. Je trouve que la lutte féministe, c'est très important et ça donne aussi un sens. Et dernièrement, j'ai pas réussi à choisir, donc j'en ai 2. Le sport et mon chat. Ok. C'est 2 choses qui me permettent d'être qui je suis et d'être bien dans mes baskets malgré les choses difficiles qu'on a pu traverser. Ouais. La course à pied et mon petit bébé chat d'1 an et demi me permettent de tenir la tête hors de l'eau. Trop mignon. C'est vrai que c'est hyper important d'avoir un socle un peu stable, genre entre justement avoir une routine un peu bien-être. Je pense, moi, c'est vrai que le sport aussi, c'est quelque chose qui, j'ai vraiment besoin d'extérioriser et ça, je le fais par le biais du sport. Pareil, course à pied, etc. Des choses un peu où ça me permet de pouvoir m'évader et également, pareil que vous, je pense mon chien au final aussi, qui est à nos pieds, qui est à nos pieds, qui est en train de faire n'importe quoi avec lui. Très mignon, très très mignon, Léon. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir un petit peu sur votre parcours de comment vous êtes arrivée aujourd'hui à votre poste de journaliste? Moi, à l'origine, je savais pas que je voulais être journaliste. J'étais étudiante à Sciences Po à Lille et je faisais des relations internationales. J'avais envie de travailler dans la défense.
Et en fait, en me confrontant à ces études, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je pensais, que ça me plaisait pas. Puis par le hasard, un petit peu, je suis tombée, j'ai fait un stage au sein du magazine Sciences Humaines. Au départ, c'était pas pour être journaliste d'ailleurs, c'était plutôt pour la sociologie. Je me disais, je vais passer l'agrégation de sociologie et être dans ce magazine pourrait m'aider. Et en fait, je suis ressortie en voulant être journaliste. Et après, les choses se sont enchaînées. J'ai fait d'autres stages pour confirmer si c'était pas juste une expérience très particulière. Et voilà. Et en fait, à chaque fois, je me sentais à ma place. Okay. Et voilà. Ensuite, j'ai fait une école de journalisme. Je suis passée par le magazine féministe Cosette. Et maintenant, je suis à Arrêt-sur-Image. Ok, super. Et très beau parcours. C'est vraiment... j'avoue que beau parcours de journaliste en tout cas, et j'espère qu'il y a encore beaucoup d'années devant vous. Merci. Dans votre parcours. Peut-être, on est un peu là aussi aujourd'hui pour parler de votre livre, que vous avez déjà sorti, parce que ce podcast sortira justement après la sortie de votre livre, qui s'appelle du coup Sœurs de plainte. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quel a été l'élément déclencheur de l'écriture de ce livre? Et comme je le disais, Sœurs de plainte, c'est une enquête journalistique et intime qui mélange un tas d'histoires de sources différentes, dont la vôtre et la mienne, pour parler du lien entre co-victimes. Ce qui a été le déclencheur, c'est que je me suis rendu compte moi-même dans ma vie personnelle, quand j'étais en lien avec ma sœur de plainte et que j'envisageais moi-même de porter plainte 8 ans après les faits, je me suis rendu compte que cette relation posait tout un tas de questions auxquelles j'avais aucune réponse, ni dans les médias, ni dans aucun écrit féministe, ce qui est pour moi ma base et ma bibliothèque en quelque sorte. Et je me suis dit qu'il manquait une analyse à ce niveau-là. Par exemple, je me posais la question jusqu'où intégrer ma co-victime dans mon processus de plainte, parce que elle, peut-être que c'est pas son tempo, qu'elle a peut-être pas envie de déposer plainte, et en même temps son témoignage me servirait. Comment négocier ça? Comment ne pas la forcer, mais en même temps faire équipe? Et voilà, en me posant ces questions, je me suis demandé si d'autres se les posaient aussi. Et donc, j'ai fait une première enquête dans le magazine Cosette sur ce sujet, qui s'appelle aussi Sœurs de plainte, paru en 2022. Donc, j'ai interviewé des victimes de PPDA, des victimes d'un multirécidiviste qui s'appelle Florian Varin, des victimes pédocriminelles, etc. Tout un tas de personnes concernées pour confronter un peu ces questions. Puis, je me suis dit qu'il y avait vraiment matière à pousser encore plus loin dans un livre pour raconter vraiment tous ces vécus, ces 1001 vécus différents et les 1001 enjeux intime et judiciaire. Ok, c'est vrai que c'est hyper important, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas forcément assez non plus de tout ce lien qu'il y a entre co-victimes, parce que oui, on parle qu'il y a eu plusieurs victimes du tel ou tel agresseur. On parle souvent aussi de l'agresseur, mais on se place pas forcément au niveau des victimes aussi. Donc c'est un récit qui, je pense en tout cas, peut permettre de prendre un peu conscience pour certaines personnes qu'en fait, il existe des co-victimes et aussi un lien entre elles. Et des questions que ça pose. Bien sûr. Donc, du coup, peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur votre livre Sœurs de plainte, vous avez écrit ce livre car vous avez aussi, vous, une sœur de plainte, du coup, comme vous le précisez, qui s'appelle Clara. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous l'avez rencontrée? Est-ce que vous voulez, avant de parler de votre histoire, peut-être pour recontextualiser un petit peu la chose et puis après parler de Clara? Oui, absolument. Alors Clara, c'est elle qui m'a contactée en fait, juste avant le confinement, juste avant le Covid, sur Messenger. J'ai reçu un message de Clara que j'avais croisé de loin au cours de mes études. Je voyais qui c'était, je savais qu'elle avait côtoyé mon agresseur, l'homme qui m'a violée, et je m'étais toujours inquiétée pour elle, de loin. J'avais prévenu des amis en commun en disant... Si jamais vous sentez qu'elle est vulnérable, etc., il faut rester très à l'écoute. Voilà. Et j'avais toujours craint qu'il lui arrive la même chose qu'à moi. Et du coup, elle m'a écrit des années après, 3-4 ans après à peu près, juste avant le confinement, en me disant « Écoute, voilà, bonjour, on s'est croisés de loin. Voilà ce qui m'est arrivé avec cet homme. Il m'a violée et je me demandais si toi aussi, puisque je sais que tu avais des problèmes avec lui, que ça s'était mal terminé, votre relation, puisque c'était dans le cadre conjugal. Et elle me demandait est-ce que toi aussi, est-ce que tu as envie d'en parler? Si t'as pas envie d'en parler, pas de problème, au revoir et bon courage. » Moi, d'un côté, j'étais pas surprise, puisque je craignais ce message depuis des années. Je craignais qu'il lui soit arrivé la même chose. Et d'un autre côté, j'étais hyper choquée. Ce que je raconte dans le livre, c'est que j'ai pris 2 douches bouillantes d'affilée pour me remettre de ces messages. J'avais le cœur qui palpitait. Et je lui ai tout de suite répondu que j'étais bien sûr
là pour parler, pour l'écouter, et puis que si elle voulait aussi que je raconte, moi, comment j'avais vécu les choses, j'étais là, bien sûr. Et puis on s'est rencontrés quelques mois plus tard, après le confinement. Magnifique. Et du coup, la première fois quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé justement en vous ? Vous avez senti quelque chose comme quoi vous connaissez déjà, ou c'était, la relation, elle a été tout de suite hyper fluide, ou alors c'était un peu gênant de devoir raconter justement Non, j'aurais aimé que ce soit fluide, ça aussi je le raconte dans le livre, mais ça n'a pas été le cas parce que j'étais assez méfiante. Non pas méfiante d'elle, j'avais vraiment confiance en elle et je l'admire beaucoup pour le courage qu'elle a eu de m'écrire, et aussi son empathie immense qui fait que quelque part, elle n'a jamais voulu de pas l'avoir protégée plus tôt, de pas lui avoir parlé dès l'époque où on se croisait, d'être restée un peu à distance. Donc, non, j'avais énormément de respect pour elle, mais je me méfiais de ce que notre lien pourrait induire du côté de la police. Je me disais que si un jour, j'avais pas encore porté plainte, Je me disais si un jour je porte plainte et que j'indique que j'ai une co-victime, est-ce qu'on va pas m'accuser de l'avoir influencée elle pour témoigner à mes côtés. On sait que les plaintes pour viol sont pas toujours prises de manière responsable par la police, qu'il y a beaucoup de classements sans suite parce que les procédures sont pas toujours prises sérieusement. J'avais très 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 peur, de ça, qu'on m'accuse d'un complot. Et donc je restais sur mes gardes, et j'avoue que je raconte ce premier café avec elle où je reste assez distante et je lui raconte mon histoire, mais je me méfie, quoi. J'ai pas envie qu'on noue un lien très proche parce que je veux surtout pas qu'on m'accuse, en fait. Dans votre livre, vous expliquez aussi que les victimes se sentent plus seules quand elles parlent justement avec leur co-victime, qu'une relation forte, parfois amicale, se crée. Est-ce que vous pensez que c'est justement une force pour les victimes de créer ce lien, ou alors, à contrario, ça peut justement desservir plus psychologiquement, on va dire, que judiciairement? Les deux. En fait, c'est vraiment à double tranchant, la relation de co-victime. Je l'explore dans le livre. Il y a une partie indéniable qui permet la réparation. C'est vraiment un nouveau type de relation qui, dans certains cas, quand ça se passe bien, permet vraiment la réparation. Parce que c'est comme s'il y avait une connexion immédiate, un ordre de compréhension extrêmement précis sur des détails que les autres peuvent pas forcément comprendre. On a parlé, nous deux, vous et moi, des odeurs qui nous traumatisent liées à l'agresseur. J'en parle dans mon livre. Pour moi, c'est la fleur d'oranger. Il y a tout un tas de choses comme ça où c'est immédiat, la connexion avec l'autre, et où une relation d'une hyper profonde peut se nouer, où il n'y a pas forcément de tabou, on peut s'écrire quand on veut, prendre ses distances quand on a besoin parce qu'on n'a pas envie de penser au traumatisme, etc. Et d'un autre côté, c'est à double tranchant parce que déjà, il peut y avoir des conflits qui naissent, ce que j'explore dans le livre, quand on a une relation d'une telle intensité qui peut changer la donne pour nous sur le plan judiciaire. Si ça se passe mal, si on n'est pas d'accord avec la co-victime, si on n'a pas le même tempo, si l'autre veut pas participer, ou qu'elle n'emploie pas les mêmes mots que nous, on peut se sentir trahi, en fait, assez facilement. Ce qui est légitime, Bien sûr. On contrôle pas ses émotions. Mais du coup, ça peut mener à des conflits. Et pareil, sur le plan judiciaire, être plusieurs permet totalement de légitimer notre récit auprès des autorités, la police ou la justice. Et en même temps, ce que j'observe, il y a des avocates à qui j'ai parlé, des magistrates, etc., et des associations qui m'expliquent que le fait d'être plusieurs, parfois, peut exposer les victimes à être accusées d'un complot. Si je voulais, c'est un peu la peur que j'abordais juste avant. Accusées de vouloir se venger, de s'organiser, de mentir, d'amplifier les choses. Et finalement, c'est là tout le paradoxe. Ça crée un risque pour les femmes ou les victimes, il y a aussi des hommes. Et donc, c'est une relation qui a vraiment des enjeux profonds et déterminants dans les deux sens. Je vous rejoins totalement là-dessus parce que quand j'ai porté plainte, quand j'ai déposé plainte, justement, j'ai rencontré ma co-victime. Et c'est vrai que ça a été dur au début de devoir nouer un lien également parce que elle était plus jeune que moi aussi. On s'est retrouvés toutes les deux la première fois dans une voiture de police avec nos proches respectifs qui étaient entre nous deux. Je lui ai donné mon numéro de téléphone. Après, on s'est vus 2-3 fois. Après, il y a eu toute cette médiatisation. Les médias ont même essayé de nous opposer. Oui. Et en fait, heureusement, on a réussi à garder ce lien et à se dire, ok, bon, on est plus forte que ça. Personne va essayer de nous opposer l'une et l'autre parce que dans tous les cas, on va devoir vivre ce procès ensemble et que sinon, on va pas y arriver et on va se détruire l'une et l'autre. Mais c'est très dur de pouvoir être aligné à 100% tout le temps. Bravo d'avoir su garder ça.
Ouais, surtout, enfin, quand le procès est dans très longtemps aussi, enfin, il y a tout ce lien qu'on doit quand même garder, tout en étant pas non plus, enfin, en se respectant et en gardant une intimité. C'est vrai que c'est en respectant les besoins de chacune, parfois de distance, parfois on a besoin au contraire peut-être d'une présence plus grande. C'est ça. Enfin, c'est vraiment une négociation au quotidien et sur le long terme, comme vous dites, puisque malheureusement on est co-victime à vie. Vous parlez également des frères de plainte, ces hommes qui sont victimes. Pensez-vous qu'ils sont traités à la même égalité que les sœurs de plainte ? Et également, comment la justice réagit-elle face à leurs histoires comparées à celles justement des sœurs de plainte ? La justice, je sais pas. Je pense j'ai pas d'analyse sur le sujet ou d'enquête hyper approfondie sur la justice précisément. Quelle est la différence de traitement entre les deux genres ? En revanche, dans la société, il y a une différence majeure qui est que l'injonction à la virilité, qui est un peu partout, qui force les hommes à ne pas pleurer, à ne pas montrer leurs faiblesses, leurs émotions, à être forts, etc., empêche une partie des hommes de trouver leurs frères de plainte, empêche de se confier, de dire moi aussi j'ai été victime, et de se lier en fait entre victimes et d'être entendu. Il y a une honte immense qui est aussi, à mon sens, et puis au sens de mes sources, est liée à l'homophobie, qui est très très prégnante dans notre société malheureusement, et qui fait que quand un homme a été agressé ou violé par un autre homme, bien souvent il y a un tabou parce que certaines pourraient associer ça à une relation homosexuelle qu'ils désapprouvent, et donc les hommes quelque part ont moins d'espace finalement pour se confier et explorer leur douleur et leur reconstruction aussi, et aussi pour chercher leurs frères de plainte. Ouais, ça doit être hyper compliqué. Et puis même, les hommes, en général, osent moins parler de leurs sentiments, de leurs émotions, tout ce qui est le côté aspect psychologique de pouvoir se reconstruire aussi. C'est vrai que, enfin, nous, en tant que femmes, en tout cas, c'est ma vision, mais en tant que femme, on a plus accès à ça et on nous sollicite plus parce que notre environnement fait que on est peut-être un peu plus sensible à ça. Et c'est vrai que l'homme, comme vous dites, c'est très encore tabou, faut pas exprimer ses émotions, ses sentiments et... C'est ça. Et puis, une autre chose que j'aborde dans le livre, il y a une de mes sources, un homme qui a été victime d'un prêtre, m'expliquait que un des tabous, c'est aussi que on sait qu'il arrive que les hommes bourreaux, les hommes qui violent, qui agressent, il y a une certaine proportion d'entre eux qui eux-mêmes ont été victimes enfants, qui reproduisent. Et du coup, il me disait qu'il avait une angoisse aussi à chercher des frères de plainte, de peur d'être accusé, comme il a été victime, qu'il ait plus de chances de reproduire, ou que son frère de plainte éventuellement lui-même soit devenu bourreau quelque part, violeur. C'est très compliqué, mais ça peut créer des questionnements comme ça que on rencontre moins, je pense, quand on est une femme et qu'on a été victime. Ok, c'est vrai que c'est tout particulier ce côté un peu homme qui est pas forcément totalement développé, qu'on en parle beaucoup moins. J'espère que ça pourra un jour être un peu plus abordé par d'autres comme journalistes ou des psychologues, parce que c'est pas encore vraiment mis sur la table aujourd'hui. C'est pas un combat en tout cas qui est vraiment bien mené. Donc dans le cinéma, il y a un militant dont j'ai oublié le nom. Pardonnez-moi, vous pouvez le mettre en description peut-être, qui parle beaucoup du MeToo garçon et des hommes qui ont été victimes, et il est très intéressant. Il avait été interviewé par la commission d'enquête parlementaire au sujet des violences sexuelles, qui malheureusement a été interrompue à cause de la dissolution. On va peut-être passer à la partie un petit peu plus judiciaire et sociétale de votre livre. Vous mentionnez qu'il y a de nombreuses plaintes qui sont souvent classées sans suite. Est-ce que vous avez des chiffres ou un exemple de procès qui vous a particulièrement marqué ? Oui, alors les chiffres que je m'apprête à citer sont pas du tout des chiffres d'association, mais vraiment des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, donc reconnus par le gouvernement, les institutions. Aux dernières nouvelles, d'après les dernières études, 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. Et c'est un peu plus de 80% des plaintes pour violences sexuelles, donc agressions sexuelles, qui sont classées sans suite. Donc voilà, je crois que ça dit à peu près tout. Mais c'est vrai que, pour le coup, j'ai interviewé une victime, elle qui était à visage, découvert et tout, à visage couvert, pardon, et qui me disait qu'elle avait porté plainte, et au final,
c'était un peu comme trier, enfin c'était un peu un CV qui était trié sur parmi d'autres CV, et qu'en fait son CV avait relevé l'attention parce que l'histoire était un petit peu plus marquante que d'autres. Donc c'est horrible en fait, et que les 3/4 des plaintes que justement d'agression sexuelle ou de violence sexuelle étaient classées sans suite. Donc enfin c'est vraiment réel, et c'est pas genre juste que des chiffres quoi. Et j'ai d'autres chiffres si vous voulez. D'après pareil les dernières enquêtes, et notamment une enquête du Monde diplomatique, 60 à 80% des plaintes pour viol sont finalement qui sont instruites, donc déjà pas beaucoup, sont correctionnalisées. C'est-à-dire que on ne les étudie pas à la cour d'assises comme ça devrait l'être pour un viol, mais devant des cours qui amoindrissent en quelque sorte les faits et les peines. Et les peines aussi. Ouais, exactement. En plus, ces chiffres, il faut bien prendre en compte que sur ces toutes ces plaintes classées sans suite, elles portent déjà sur une base où 98% des victimes ne portent pas plainte. Et ça encore, c'est toujours pas une estimation d'association féministe que je vous donne, c'est une statistique qui vient de la sécurité intérieure, de l'étude vécue et ressentie en matière de sécurité de 2022. Peut-être que la parole est un peu encore assez démocratisée, et les femmes ont peur aussi de devoir porter plainte, et que du coup c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de plaintes qui sont pas déposées. Et encore une fois, est-ce que même des femmes qui se disent ok, est-ce que ça vaut le coup que je porte plainte, parce que au final en fait elles sont pas traitées non plus. Donc encore un chiffre qui dit la même chose, mais je continue. D'après alors pour le coup je cite le journal de 20h qui avait fait un récap sur le sujet. 0,6% des viols sur majeurs aboutissent à une condamnation. Selon l'étude de la CIVIS, donc de la commission d'enquête sur les violences sexuelles, 3% des plaintes pour viol sur mineurs de moins de 15 ans seulement aboutissent à une condamnation. Wow. Et 7% concernant les violences sexuelles sur les mineurs. Voilà. Ça fait un peu froid dans le dos, c'est clair. Absolument, et on peut l'interpréter de différentes manières, mais une grande partie est liée, je pense, d'après les enquêtes journalistiques, à un manque de formation, notamment de la police, et puis aussi un manque de moyens de la justice, parmi les multiples explications. C'est vrai qu'il y a plein de choses à avoir, en tout cas dans le système aujourd'hui en France, malheureusement. Dans votre cas, justement, est-ce que le procès a également été classé sans suite? Oui. Ouais. Alors, il n'y a pas eu du coup de procès, puisque justement ma plainte a été classée sans suite avant même de mener, si vous voulez, à des instructions, etc. Je tiens à préciser ce que j'explique dans le livre, que moi, j'ai déposé plainte, j'ai fourni un dossier de 107 pages de documents médicaux, d'attestations de témoins, d'extraits de conversation avec l'agresseur dans lesquels il reconnaît lui-même que la relation n'était pas consentie, qu'il y a eu des rapports sexuels non consentis auxquels je n'ai pas consenti. J'ai eu le témoignage de ma co-victime qui a été auditionné par la police. Et en dépit de tout ça, du fait qu'il a lui-même reconnu une partie des faits, du fait qu'il y a une autre victime, de tous les papiers de médecins, de soignants, de psy, de proches qui ont témoigné que ma version n'a jamais changé au cours des 8 ans et qu'il y a eu des conséquences drastiques sur ma vie personnelle et intime, en dépit de ça, ça n'a mené nulle part. Vous sentez une certaine injustice quand même à propos de ça, encore aujourd'hui, ou enfin si encore aujourd'hui ou... Je suis assez dépitée, mais je m'y attendais parce que pour avoir travaillé à Cosette dans un magazine féministe et pour être journaliste spécialisée sur les violences sexuelles, je connaissais les chiffres et donc je savais que quelque part j'avais quasi aucune chance, mais je le déplore. Ça donne le sentiment que, en fait, en gros, le seul micro-espoir pour voir justice se faire, c'est l'image archétypale du viol, c'est-à-dire un inconnu dans la rue, dans un parking, voilà, et avec une caméra de vidéosurveillance. Et si on va tout de suite faire des analyses, mais si ça se passe pas comme ça, et il y a 10 millions de cas où ça se passe pas comme ça, c'est mission impossible. Après, pour rebondir aussi sur, je sais qu'il y a beaucoup de victimes aussi qui portent plainte, justement, alors que, enfin, il y a des cas aussi où, malheureusement, elles se font agresser dans la rue. Moi, pour le coup, c'est une cause que je défends. Tout le monde, enfin, je peux pas défendre les causes de tout le monde, mais je défends cette cause parce que moi, je me suis fait agresser justement dans la rue. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de victimes comme quoi, en fait,
Ouais, elle porte plainte et encore une fois, c'est classé sans suite aussi parce qu'on va jamais retrouver l'agresseur. J'ai appris récemment qu'il existait un fichier au sein de la police pour rentrer quelques détails en fait liés aux histoires de plaintes pour viol, permettant peut-être de recroiser les histoires et éventuellement d'en savoir plus sur les agresseurs. Mais c'est un système qui malheureusement me semble peu connu et peu utilisé en fait. Je pense qu'on pourrait éventuellement retrouver plus facilement des agresseurs qui récidivent. Bien sûr. Via ce système-là. Ça reste à explorer, mais parce que voilà, il faut que ce soit assez précis, qu'on n'aille pas sur des fausses pistes, qu'on mette pas en cause des hommes inutilement. Mais bon, c'est à explorer. Je trouve que c'est une piste intéressante. Ouais, et puis ça permettrait de peut-être éviter plein d'autres victimes aussi, quoi. Et plein d'autres co-victimes. Alors le chapitre sans suite est vraiment particulièrement poignant. Comment aider les victimes à surmonter le sentiment d'injustice et de rejet lorsque leur plainte n'aboutit pas? Est-ce que vous avez des solutions, enfin entre guillemets peut-être à votre échelle? Alors malheureusement non, j'ai pas de solution miracle. Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, je trouve que dans certaines relations de co-victimes, de sœurs et frères de plainte, il y a un horizon de réparation, il y a un horizon de partage, il y a un horizon de reconstruction qui peut passer par plein de manières différentes. J'ai des groupes de co-victimes dans mon livre qui me racontent qu'elles partent en vacances ensemble, qu'elles s'écrivent sur des groupes WhatsApp, elles se donnent des nouvelles de leurs enfants des années après, des décennies après même. Wow. Il y en a qui organisent des week-ends. J'ai été invitée ce matin même à un week-end de réunion entre deux groupes de co-victimes. C'est des soixantenaires qui viennent de Bretagne et de Loire-Atlantique, victimes d'un prêtre qui a fait plus de 100 victimes enfants quand il était instituteur. Il y a et des frères et des sœurs de plainte. Et depuis qu'ils se sont retrouvés, là, il y a quelques années, ils organisent des week-ends où il y a des pique-niques ensemble. Il y a une association aussi de lutte contre la pédocriminalité. Voilà, il y a ces moments-là qui peuvent donner de l'espoir. C'est pas toujours possible. Il y a des conflits parfois entre frères et sœurs de plainte. La relation peut être tellement intense que de même ça mène à des bouleversements parfois difficiles à vivre. Après, j'incite pas les victimes nécessairement à chercher des co-victimes. Ça c'est en fonction de chaque histoire, de son besoin ou pas, et parfois on ne peut pas tout simplement. Mais voilà ce que je raconte un peu dans le livre. Après moi, à mon échelle, comme je disais, le sport m'a beaucoup aidée. Vous le disiez aussi, moi c'est la course à pied. Je cours des marathons. Mon petit chat. Et puis mes proches, ne pas s'isoler, c'est peut-être le seul conseil que je peux donner à toutes et tous, ne pas s'isoler. C'est vrai que c'est hyper important d'avoir un socle assez dur et d'avoir un mode de vie qui permet de justement avoir des piliers stables pour pouvoir essayer de, quand ça va pas en fait, juste s'appuyer sur des choses pour justement ne pas flancher, quoi. On n'a pas toute cette chance, toutes et tous cette chance malheureusement d'être entourés ou d'avoir les ressources aussi économiques ou sociales, d'aller vers des psys, d'être entouré, mais au maximum ne pas rester seul et puis ne pas s'en vouloir si on n'y arrive pas. Faut pas s'en vouloir, faut pas culpabiliser quand on a vécu quelque chose de difficile, on n'a pas forcément les ressources en soi pour s'en sortir. Moi-même, j'ai été au fond du trou, donc votre podcast, il donne la parole à des femmes qui ont certains accomplissements, mais si on n'arrive pas à faire quelque chose à l'instant T, on est tout aussi valable et importante. Et bien sûr, et c'est pas grave, en fait, faut savoir s'écouter, et c'est pas parce que, en fait, on n'est pas au top tout le temps, et c'est ça qui est un peu compliqué, je trouve, dans notre société aujourd'hui, c'est qu'en fait, on nous demande toujours d'être à 100% et de faire plus, alors qu'au final, en fait, on est humain avant tout, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, et que si, en fait, ça va pas, c'est ok aussi. C'est vrai que le podcast, au final, ça permet de pouvoir mettre en lumière des femmes qui ont réussi à rebondir après des événements traumatisants, mais en soi, ces femmes n'ont pas toujours été au top tout le temps à 100%. Alors dans votre livre, vous abordez également l'importance du nombre de plaintes. Pourquoi pensez-vous que le fait d'être plusieurs à porter plainte modifie justement la perception de la justice et celle des victimes elles-mêmes? D'une part parce que ce sont les avocates, les magistrates, la police elle-même qui me le disent, me disent que même pas sous forme de plainte, mais sous la forme d'un simple témoignage de quelqu'un qui a également été victime, mais qui n'oserait pas porter plainte pour X ou Y raison, tout à fait légitime. Pour eux, ça change la donne radicalement. C'est ce que m'ont dit beaucoup de sources du milieu policier ou judiciaire. Pour eux, ça montre que il n'y a pas eu une erreur d'interprétation de la victime, qu'elle n'a pas exagéré, qu'il y a vraiment eu un acte intentionnel
du mis en cause. Et donc, voilà, ça attire d'autant plus l'attention dans les enquêtes de la police et de la justice. En revanche, moi, j'observe un paradoxe. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on dit. Et en fin de compte, ça n'est pas le cas pour tous les dossiers que je couvre dans mon livre et tous les dossiers dans la vraie vie. On a beau être plusieurs, il n'y a pas toujours du tout d'instruction, ni encore moins de procès et encore moins de condamnation, comme on l'a déjà dit. Donc, voilà, je trouve ce paradoxe intéressant et pour moi, ce livre, s'il doit servir à quelque chose et avoir un propos, c'est aussi questionner ce paradoxe et demander des mesures pour tenter de comprendre pourquoi et est-ce qu'on peut pas faire mieux pour prendre en compte la parole des femmes. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi le risque que la multiplicité de témoignages ou de plaintes soit interprétée par les avocats de la défense ou des accusés ou d'autres, soit interprétée comme un complot ou une vengeance. Et ça, vraiment, c'est terrible. C'est terrible, cette représentation de la meute de femmes qui, comme ça, s'organiseraient pour nuire à un homme. Je rappelle que les faux témoignages et la calomnie sont punis par la loi et que si les femmes ou les victimes mentaient, elles s'exposeraient à des peines de prison et d'amende très très élevées, allant jusqu'à 100 000 euros. Donc je vois pas pourquoi elles mentiraient. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. Pourquoi une femme ferait ça alors qu'au final, en vrai, elle a rien à gagner, on va dire, de faire ça. C'est ça. Les gens croient que c'est souvent par des jeux d'argent, etc., de pouvoir récupérer de l'argent ou de la notoriété et tout. Mais au final, en soi, on gagne pas non plus énormément d'argent à aller porter plainte contre une personne. C'est pas l'objectif. À porter plainte, on gagne 0, même on y perd. En frais d'avocat, etc., moi, j'ai perdu de l'argent. Et pour en gagner, encore faut-il arriver au bout, avoir un procès, etc. Comme je disais tout à l'heure, c'est 0,6% des cas pour les majeurs. Mais en fait, on ne gagne pas d'argent. Et même dans les cas de puissants, c'est-à-dire d'hommes puissants comme PPDA, comme Depardieu, mis en cause, comme les youtubeurs, Norman Tavo, Léo Grasset, etc., dont j'aborde les histoires dans mon livre, les femmes qui dénoncent ces hommes-là n'y gagnent rien. Il y a même la notoriété de certaines, et pas toutes, puisqu'il y en a qui restent dans l'ombre, n'apportent rien. Il y en a qui en souffrent énormément. Au contraire, leurs familles ont été embêtées, importunées. On ne leur parle plus que de ça. Il y en a à qui on refuse des contrats. Elles soupçonnent que c'est en lien avec leur plainte. Non, c'est très compliqué. Elles n'y gagnent rien quelque part. Est-ce que vous pensez que les médias jouent un rôle de soutien dans le traitement des violences sexuelles ou qui peuvent parfois exacerber le traumatisme des victimes? Oui, les deux en fait. D'une part, je trouve que les médias, en étant journaliste, moi je trouve que c'est une nécessité que les médias parlent de ces histoires, des histoires de violences sexuelles, parlent des violences du genre, etc. Pour moi, c'est nécessaire. Par exemple, le travail de Mediapart, de Libération, du Monde, qui sont des médias que j'apprécie. On essaie de le faire à Arrêt sur Image. Moi, j'essaie de le faire à Arrêt sur Image. Voilà, en cela, les médias peuvent aider à révéler une partie des violences patriarcales, des violences faites aux femmes et aux enfants notamment. Mais, comme vous le dites, dans les cas de co-victimes, ça peut mener à des complexités, voire de gros problèmes. Ça a été le cas pour vous, bien sûr. Ce que vous racontez dans mon livre. Ouais. Que justement, les médias ont essayé de nous opposer entre ma co-victime et moi-même, que en fait, au final, ça a vraiment essayé de nous opposer. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Après, je pense que les médias ont essayé de tirer de notre histoire quelque chose pour essayer de créer peut-être un buzz aussi et se taper un peu les uns sur les autres. En tout cas, c'est ce que j'en ai tiré un peu de toute cette médiatisation. Mais après, tout dépend. Il y a aussi des blessures involontaires dues aux médias. C'est-à-dire que, par exemple, dans les cas de grands groupes de co-victimes médiatisés, et il y en a de plus en plus, parfois, quand les médias donnent la parole à une de nos sœurs de plainte, une de nos co-victimes, celle-ci peut parler au nom du collectif ou employer des mots qui déplaient aux autres, ou un peu blesser. Quand on parle au nom des autres, dire nous toutes, nos corps ont été meurtris, etc. Parfois, ça peut être vécu comme une violence de l'autre côté que d'entendre une de nos co-victimes sur qui on peut se reposer, mais employer des mots qui nous correspondent pas tout à fait ou qui résument pas tout à fait notre histoire dans sa complexité. Ça peut blesser. Et justement, d'un point de moi, je l'ai vu avec ma co-victime parce qu'il y avait un article qui était sorti après
après toute ma médiatisation sur moi également. L'article parlait justement de ma co-victime Mathilde et en même temps sur mon histoire. Et c'est vrai que c'était choquant parce que je l'avais pas forcément... il y avait des mots qui étaient employés où en fait ça m'avait juste impacté et perturbé, alors que en fait si on m'avait demandé, peut-être que oui, j'aurais bien voulu faire un article avec elle, mais juste quand c'est fait dans le dos un petit peu des personnes, quand on veut pas employer certains termes, c'est vrai que ça devient tout de suite très très dur à gérer aussi, je pense psychologiquement. Puis comme je le dis dans mon livre aussi, il y a différentes manières de parler des affaires de violence sexuelle. Et ce que j'observe, c'est que certains médias, par exemple, quand il y a un cas de victime d'un homme étranger sous obligation de quitter le territoire français, comme c'était le cas vous concernant ou concernant Philippines actuellement, les médias insistent énormément là-dessus, sur le fait qu'il était étranger. Certains médias insistent beaucoup sur ça, sur le fait qu'il soit étranger, et moins sur le fait qu'il y a des co-victimes, que en fait cet homme-là, le violeur et le tueur de Philippines, avait déjà agi avant. Et à l'inverse, quand c'est des affaires d'hommes connus, d'hommes puissants, d'hommes riches, d'hommes blancs, d'hommes français, là on remet plus en cause la parole des victimes. On dit que c'est des victimes présumées, qu'on ne sait pas. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas le même traitement en fonction des différents types d'affaires. Et pour moi, ça détourne un peu le sujet qui devrait être la prise en compte de la multiplicité des témoignages, au-delà de questions de la provenance des violeurs, je trouve, en tout cas personnellement. Est-ce que vous pensez que les initiatives comme MeToo ou Balance ton port ont permis de changer durablement la perception et la prise en charge des violences sexuelles dans notre société, où il y a encore pas mal de choses à faire? Les deux. Je pense qu'on est plus avancé qu'il y a 2, 3, 4, 10 ans. Dans mon livre, je retrace un peu le début des affaires de co-victimes avec l'affaire Denis Baupin, figure des écolos, qui a été accusé qui a été l'objet de plaintes de plusieurs femmes pour harcèlement sexuel, notamment Sandrine Rousseau. À l'époque, vraiment, c'était pas du tout la même écoute. D'ailleurs, j'ai interviewé Sandrine Rousseau dans le livre qui le raconte, et certaines de ses co-victimes. Aujourd'hui, par exemple, on voit avec le traitement du procès dit des viols de Mazan, ou l'affaire Dominique Pellicot, je trouve que on entend des choses qu'on n'entendait pas avant dans les médias, comme la honte doit changer de camp. Ça, je l'ai entendu aux 20h de France 2 il y a quelques semaines, et c'est quelque chose qui était impensable il y a quelques années. Et voilà. Alors après, moi, je dis toujours, on va pas applaudir un poisson qui nage. Bien sûr. Il y a encore énormément de choses à faire, et de traitements vraiment terribles des violences sexuelles dans les médias. Et c'est ce que je traite au quotidien dans mon travail à Arrêt sur Image. Je fais beaucoup d'articles qui dénoncent certains médias qui, selon moi, traitent pas du tout à la hauteur le sujet des violences sexuelles, et qui devraient, pour moi, vraiment changer leur façon de faire. Maintenant, on va peut-être parler un petit peu plus de la reconstruction. Est-ce que vous pensez qu'il est bénéfique de garder un lien justement avec sa sœur de plainte pour se reconstruire? Vous l'avez dit plus ou moins, oui, parce que comme vous en parlez dans votre livre, il y a des co-victimes qui organisent des week-ends, des dîners, des grands repas, etc. Et est-ce que vous pensez que c'est possible de se reconstruire tous ensemble, ou alors ça peut devenir des fois un peu destructeur? L'un et l'autre. L'un et l'autre, moi, me concernant, j'ai à cœur, j'espère, de rester en lien aussi longtemps que possible avec ma sœur de plainte, Clara. Il y a je pense aux victimes, aux plaignantes du multirécidiviste Florian Varin, aujourd'hui Florian Courtet-Prime, qui elle, des années après, lui, il a été condamné, il est en prison actuellement. Des années après, sur leur groupe WhatsApp, elles s'échangent des photos de leurs enfants qui vont à l'école. Ça fait du bien. En fait, elles parlent. Ce qu'elles m'ont dit, ça m'a touchée dans le livre. Au départ, elles parlaient du procès et des agressions et de leur reconstruction. Et maintenant, on est passé à l'après. Limite, le violeur, ce qui les unit à la base, malheureusement, est secondaire. Enfin, même tout à fait secondaire. Elle parle plus du tout de ça. Non, elle parle d'elle, en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est quand ça reprend le dessus. Après, parfois, j'insiste beaucoup là-dessus aussi. Chaque vécu est singulier. J'insiste dessus dans le livre. Et si on a besoin de s'isoler, de laisser derrière nous ce pan de notre histoire et de poursuivre seul,
c'est important aussi de suivre son besoin, et ça arrive. Et donc, on peut tracer sa route seul. Et parfois, il arrive que des brouilles nous éloignent durablement. Ce qui peut être totalement normal aussi. C'est vrai que ça doit être dur aussi de garder un lien en tant que co-victime. Des fois, qu'on a peut-être en tant que victime envie de passer à autre chose et de faire table rase de toute cette histoire. Enfin, chaque process, je pense, est différent. Process psychologique. J'ajoute que parfois, il y a également des co-victimes qui ne sont jamais en lien. Je pense au cas de Richard dans mon livre, un homme qui a été victime enfant d'un professeur quand il était vraiment très jeune. Et à l'époque, il avait parlé à ses frères de plainte qui avaient tous été se plaindre auprès du directeur. Puis en fait, au fil des années, c'était dans un internat, il y a des années, il n'y avait pas les réseaux sociaux ni rien. Ils se sont perdus de vue. Et aujourd'hui, il me dit qu'il aimerait bien retrouver ses frères de plainte, mais il est tout seul. Donc, je pense aussi à toutes ces sœurs et frères de plainte qui sont éloignés malgré eux. Voilà, et qui peut-être se retrouvent. Peut-être ça se retrouvera dans 20 ans ou des choses comme ça. Est-ce que vous, l'écriture de ce livre a joué un rôle thérapeutique dans votre parcours de reconstruction ? Eh ben, au début, je trouvais que non. En fait, beaucoup de gens me demandaient ça, me disaient que ça pourrait m'aider, etc. Oui. Et ça a été très douloureux, l'écriture, même si j'ai conscience que c'est un luxe d'écrire. Ça veut dire que j'ai la chance qu'on puisse m'écouter, que j'ai la chance d'avoir les ressources en moi pour m'exprimer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et vraiment, c'est un luxe d'être écouté. Donc, je veux pas me plaindre. Mais c'était dur de raconter ma propre histoire. Mes propres parents n'étaient pas au courant de ce qui m'est arrivé et j'ai dû leur dire à l'aune de la sortie du livre. Donc c'était un sacré chamboulement personnel. Et en même temps, j'observe, je découvre que maintenant que c'est fait, je sais pas pourquoi, mais ça va un peu mieux. Donc est-ce que c'est lié au livre ou pas ? Est-ce que c'est lié au reste ? Je pense que c'est à déterminer, mais peut-être. Mais c'est vrai que c'est dur parce que du coup, moi aussi, j'écris le livre, un petit peu mon histoire. J'ai hâte de lire. Et merci, c'est vrai que c'est dur toute l'histoire, à un moment donné, dans la première partie, je retrace vraiment, je décrypte tous mes sentiments, etc., qui se passent pendant ces 30 minutes d'agression. Et waouh, c'était très dur à écrire et c'est quelque chose, mais en même temps, à la fin, on se sent soulagé, je trouve, de l'avoir fait. Après, repasser dessus, ça va être très compliqué aussi. Je pense que c'est très clairement mon éditeur qui va le faire. Mais la relecture, moi aussi, a été difficile. Ouais. C'est dur parce qu'en fait, ça sort tout seul et puis après, relire dessus, ça nous remet pas bien. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, j'étais dans des états où dès que j'écrivais, après, j'avais besoin de revenir au moment présent et de me dire, ok, bon, Claire, on est en plein mois d'août, on n'est plus du tout le 11 novembre et il faut que tu reviennes à la réalité et des fois c'est compliqué psychologiquement. Mais bravo de vous confronter à ça aussi entre guillemets rapidement après et puis aussi profondément. Petite question personnelle un peu bonus, justement lors de notre rencontre, quand on s'était vu, vous m'avez parlé justement de l'odeur de la fleur d'oranger que vous supportez plus du tout alors que c'était un peu votre senteur préférée. Moi je sais que de mon côté ma sœur de plainte elle peut plus manger de saumon de ce qu'elle me racontait parce que juste avant le midi elle avait mangé du saumon et moi par exemple l'odeur du tabac froid c'est quelque chose qui me dégoûte maintenant. Comment est-ce que vous avez réussi à vous réapprivoiser un petit peu de cette odeur et est-ce qu'aujourd'hui c'est encore votre odeur, c'est redevenu de votre odeur préférée ou pas ? Eh ben, j'adore cette question. Merci de la poser. Je trouve qu'elle est très parlante. Ce qui m'a aidée, je pense que ma sœur de plainte m'a aidée à réapprivoiser ça. C'est-à-dire que depuis que j'écris ce livre, je me suis un peu forcée à racheter par exemple une bougie à la fleur d'oranger que j'ai mis au-dessus de mon lit. J'ai même racheté un gel douche à la fleur d'oranger qui est pourtant l'origine de mon trauma puisque ça vient du gel douche de mon agresseur qui était à la fleur d'oranger. Et en fait, ça me fait toujours un peu bizarre, mais je réussis à nouveau à l'apprécier. Et puis, par contre, j'avoue que les pâtisseries orientales, alors ça, j'adore ça. Les macroutes, c'est vraiment pour moi un délice, une merveille, un ravissement. Et il y a de la fleur d'oranger dedans. Et ça, c'est tellement bon que ça prend le pas sur tout et ça me permet d'oublier le côté un peu traumatique et vraiment d'apprécier. Donc, je suis encore en phase de réapprentissage de la fleur d'oranger, mais oui, clairement, c'est en cours. Alors qu'avant, ça me perturbait si jamais je sentais cette odeur au cours de ma journée sur quelqu'un d'autre ou dans la rue. Ça coupait net ma journée. Là, c'est plus le cas. Est-ce que vous attendez que votre agresseur il lise le livre ? J'aimerais beaucoup déjà qu'il voit que j'ai fait cette démarche et que ma sœur de plainte s'y est associée. Je me demande ce que ça lui ferait. Je sais pas si j'aimerais qu'il le lise parce que je
sais pas s'il serait dans la bonne disposition pour le lire. C'est-à-dire que lui, il a nié pendant son audition par la police, il a nié les faits, alors qu'il les avait reconnus à l'écrit plus tôt. Donc pour moi, il n'est pas du tout dans une posture d'écoute de notre vécu, de notre souffrance et des faits et d'assumer ce qu'il a fait. Donc je pense pas qu'il serait apte à recevoir ce que ce livre contient, mais j'espère qu'un jour il pourrait l'être. Okay. Mais bon, je vous avoue que j'ai peu d'espoir. Peut-être on va passer à la troisième partie et dernière partie de notre podcast. J'aimerais bien un peu parler plus de votre vision, de vos convictions. Comment décrirez-vous en tout cas la situation actuelle des femmes dans notre société ? Très inégalitaire. Enfin, je sais même pas comment. Enfin, pour moi, c'est un combat de tous les jours et une lutte de tous les jours de lutter contre le patriarcat qui, pour moi, est vraiment engrainé à tous les niveaux dans notre société. Tout à l'heure, on parlait des injonctions à la virilité chez les hommes qui les empêchent de peut-être se confier, de traiter leurs émotions. Pour moi, c'est une des multiples manifestations de ce patriarcat. Et c'est pas que les inégalités salariales, etc., qui sont là, qui sont vraiment des manifestations pour le coup très concrètes, etc. Mais il y a tout ce qui est un peu caché, le fait que on doute de nous plus, on n'ose pas s'affirmer, le fait qu'on soit moins écouté peut-être, voilà, que les affaires de violences sexuelles à l'encontre des femmes ou de violences de genre soient moins bien traitées dans les médias. Tout ça, c'est des ramifications que j'essaie d'explorer et pour moi, il y a encore un vaste chantier. Ok. Je comprends totalement. Moi aussi, j'ai une vision assez large de ça et c'est vrai que même si on n'a pas forcément les mêmes visions en soi, ça rapproche quand même dans le sens où il y a des inégalités entre les hommes et les femmes et que chacune de notre côté, on peut essayer de les combattre comme on peut. Donc, on est toutes complémentaires dans ce combat, je pense. Du coup, quels sont selon vous les principaux défis auxquels les femmes sont confrontées dans vraiment les différents domaines? Quelque chose que vous aimeriez changer, en tout cas aujourd'hui? J'ai vu, je savais que vous alliez me poser cette question, on en avait discuté avant, mais c'est celle à laquelle je sais pas répondre tellement c'est immense tout ce que j'aimerais changer. C'est le combat de ma vie tous les jours dans mon travail, à Cosette, à Arrêt sur Image, dans ce livre, dans mes relations interpersonnelles, familiales, d'aller même jusque dans la micro-agression, la micro-inégalité. Et donc, voilà, peut-être que ce que je peux dire, on n'a pas encore dit jusqu'ici, c'est que je sais que il y a une partie des femmes qui subissent encore plus de violences. C'est les femmes qui ont peu de moyens économiques, qui sont dans la précarité, ou les femmes qui subissent en plus l'expérience du racisme. J'en parle également dans mon livre. Ça peut être une barrière pour elles qui leur permet pas toujours de trouver des sœurs de plainte. Voilà, pour moi, j'aimerais aussi changer ça. Enfin, j'aimerais changer tellement de choses, mais ça en fait partie. Ces femmes-là, elles ont encore plus de chape de plomb sur la tête plutôt que moi, qui suis plutôt. Voilà, j'ai des moyens sociaux, je suis éduquée, je viens d'une famille plutôt aisée, sans être riche. Je suis blanche, etc. Et je pense que ça me facilite un peu plus la vie pour aller mieux après ce que j'ai subi. Et j'aimerais que les femmes qui ont moins de chance que moi sur certains aspects, j'aimerais qu'elles puissent se reconstruire elles aussi. Ouais, surtout que les femmes en précarité, malheureusement, ne peuvent pas se reconstruire et limite, des fois, se rendent même pas compte de la violence qu'elles subissent au quotidien, en fait. Oui. Et ça, c'est encore une fois, peut-être l'éducation qui, qui permettra de faire évoluer ce genre de choses aussi. Mais c'est vrai que... Absolument. Est-ce que vous pensez que les hommes, en tout cas, ont un rôle dans la lutte entre l'égalité des sexes ? Oui. Après, quel rôle ? Ça, c'est aussi une vaste question. Ouais. Je pense que les deux premières choses qu'ils peuvent faire, c'est d'une part se mettre en retrait. C'est-à-dire que ça doit être aux femmes d'abord de mener la lutte et dans leurs termes. Et d'autre part, et c'est sûrement encore plus important, s'informer, se renseigner, lire les articles qui parlent des violences sexuelles, des violences de genre, lire des écrits féministes. Moi, je pense que c'est important. Voilà, pour moi, c'est déjà les deux priorités. Après, à voir comment ils peuvent s'impliquer, mais c'est déjà un pas énorme. Il y a déjà, je trouve, tellement peu d'hommes qui font cette démarche. Commençons déjà par là. Quel message ou quel conseil voudriez-vous transmettre aux femmes qui aspirent à créer un impact positif dans la société ou... Eh ben, j'aurais envie de dire,
ne vous en voulez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. Ne pas y arriver tout de suite, ça veut pas dire ne pas y arriver plus tard. Et surtout, ne vous en voulez pas, ne vous diminuez pas. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout de suite. Quand je dis c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, c'est pas simplement c'est pas grave si vous n'arrivez pas à tel projet, voilà. C'est pas grave si vous n'arrivez même pas à vous lever le matin, à vous brosser les dents, aller faire vos courses. Bien sûr que c'est grave en termes de santé mentale et que je le regrette, mais c'est pas grave dans la vie. Enfin, vous allez, voilà, c'est tout à fait légitime et il ne faut pas s'en vouloir si on n'a pas les moyens de lutter à l'instant T, voilà, et de se reconstruire. Et pas culpabiliser tout le temps. Et encore une fois, enfin, je le répète, justement, la société veut qu'on soit tout le temps à 100%, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas des robots. Et puis, juste, c'est ok s'il nous arrive un événement traumatisant, et c'est ok, encore une fois, si la journée, on a envie de rester toute la journée dans un lit, et c'est ok aussi. Voilà. Et puis, évoluer chacun à son rythme. Il n'y a pas de course à qui, absolument, qui va mieux réussir ou pas. Dans tous les cas, on finira tous au même stade à la fin. Donc, bon. Et aussi, entourez-vous des bonnes personnes. Voilà. C'est le plus important pour avoir un milieu le plus sain possible. Une figure féminine inspirante pour vous? Il y en a plein. Je sais pas si je peux en citer plusieurs. Allez-y. Moi, j'ai été hyper marquée par l'autrice italienne Giolanda Sapienza, qui a écrit L'art de la joie, qui pour moi c'est Les Misérables façon féminin et féministe. C'est une énorme claque, et elle raconte tout ce qu'on peut subir dans la vie d'une femme. C'est 900 pages, hein, mais bon, je saurais même pas en parler, mais je vous incite à découvrir cette œuvre magistrale. Voilà, j'ai aussi envie de dire Patti Smith, la rockeuse, qui pour moi, je l'aime beaucoup. Puis là, cet été, j'ai découvert la championne d'athlétisme Sha'Carri Richardson, américaine, qui a fini 2e aux 100 mètres, et j'ai bien aimé son côté. On se ressemble pas du tout, elle et moi, dans nos vies, dans nos façons d'être, etc. C'est pas du tout mon univers, mais j'aime beaucoup sa spontanéité et sa manière de lutter pour. Voilà, elle a la niaque et tout. Ouais, pour être à fond, etc. Ouais, voilà. Comme vous le savez, du coup, j'écris également mon livre, et en fait, à la fin de mon livre, je fais un petit recueil de toutes les femmes que j'ai invitées sur mon podcast, pour leur proposer justement de mettre une petite touche dedans. Et est-ce que vous avez un mot ou une phrase que je pourrais intégrer dans mon livre pour toutes les lectrices et les lecteurs qui vont justement pouvoir regarder ce livre? Avec plaisir, et merci de nous donner une place dans cette démarche. J'aimerais, moi, si je devais choisir un mot, que ce soit celui d'empathie. Je trouve qu'il faut redonner une place à l'empathie, et dans le journalisme qui parle de violences sexuelles, mais de manière générale et dans notre société aussi, de s'intéresser au vécu des femmes, à la parole des femmes et des victimes, des hommes, des enfants. Et ça, on peut pas le faire sans empathie, et je trouve que peut-être, voilà, il faut redonner une place à cet espace d'altruisme véritable, de tentative de compréhension de l'autre, au-delà des clivages, on sait qu'on a une société très polarisée aujourd'hui, surtout en politique. L'empathie, voilà. J'aimerais un retour à l'empathie, et notamment, j'essaie de l'appliquer dans ma profession au quotidien. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Ok, magnifique. Peut-être voulez-vous nous parler de vos prochains projets. Du coup, vous avez sorti Sœurs de plainte, qui d'ailleurs est disponible partout, c'est ça? Oui, dans toutes les librairies, ou sur commande si la librairie ne l'a pas, immédiatement dans ses rayons. Ok, super. Et du coup, vos prochains projets après ce livre, est-ce que vous en avez, ou alors déjà profiter de la sortie de ce livre? Comment? Plusieurs choses. Je pense que je me suis pas vraiment reposée depuis tout l'écriture, et j'ai pas vraiment atterri, et donc je vais faire un voyage pour mes 30 ans. Okay. Un voyage seul, normalement en Amérique latine, et donc bon, j'ai beaucoup de chance. C'est un cadeau auquel ont cotisé tous mes proches pour mes 30 ans, donc j'ai énormément de chance, et j'espère que ça me permettra d'atterrir après tout ça.
Je suis également, depuis récemment, rédactrice en chef adjointe d'Arrêt sur Image, ce qui est un poste très intéressant et fort, et j'espère faire des choses importantes dans ce média qui me tient à cœur. D'ailleurs, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil si ça peut vous intéresser. Et puis j'aimerais peut-être plus tard, c'est sûr, continuer à écrire des articles, mais aussi des livres, et éventuellement peut-être un projet de documentaire, mais c'est très très prématuré, donc peut-être qu'on en reparlera un autre jour. Et merci beaucoup Alizée, et puis merci Claire. Écoutez, à très vite. Merci pour votre écoute. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serons ravis de connaître votre retour, et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de Femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!